La charge étant inductive cette fois-ci, nous allons donc passer au fonctionnement pour pouvoir voir comment les grandeurs caractéristiques se comportent. Ok. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ok, nous allons subdiviser notre fonctionnement en plusieurs parties également. Je vais commencer dans l'intervalle étant de l'alternance positive où la valeur de V est positive. Donc dans cet intervalle, nous aurions θ appartenant à l'intervalle 0 à pi. Dans l'intervalle 0 à pi, nous avons la valeur de V qui est positive. Par conséquent, la diode D est passante. Et voulant trouver la valeur de la tension UC qui est située au niveau de la charge, il me faut lancer une maille. Et lorsque je lance la maille dans cet intervalle, je retrouve V moins VD moins IC moins UC égale à 0. La diode conductrice rend la tension à ses bornes nulles. Donc VD est égal à 0. Et lorsque VD est égal à 0, je me retrouve avec une expression facile à déterminer la valeur de la tension au niveau de la charge. Par conséquent, UC va me donner V. Ok. Qu'en est-il du courant? Dans l'intervalle 0 à pi, nous constatons que l'inductance force un fonctionnement du courant différent à celle de la tension. Alors, nous allons lancer la maille pour pouvoir voir que nous vaut la valeur du courant, quelle est la forme dont le courant possède, et ensuite nous allons voir comment déterminer la valeur de ce courant dans l'intervalle 0 à pi. Alors, la valeur de la maille en fonction de UC nous donne cette expression-ci. UC, si je lance d'abord une première maille ici, sachant que la tension V est encore égale à la tension UC, je lance donc, n'est-ce pas, une maille comme ceci, où j'aurai UC moins RI. Je préfère même nommer ce courant comme ceci. Moins RI moins L dérivé de I par rapport au temps. En fait, le RI représente la tension qui est située au bord de la résistance R, et le L dérivé de I par rapport au temps représente, n'est-ce pas, la valeur de la tension qui est au bord de l'inductance UL. Et le contour de la maille égale à 0. Par conséquent, je sais que UC est encore égal à V. Alors, je peux écrire de nouveau cette équation sous cette forme-ci. Donc, V moins RI moins L dérivé de I par rapport au temps est égal à 0. Ok.
Ok. Je vais donc pouvoir résoudre, pour trouver donc la valeur, l'expression du courant, il va falloir résoudre l'équation différentielle avant de pouvoir trouver la valeur du courant, l'expression du courant. Pour cela, en arrangeant cette équation différentielle, je me retrouve avec une équation sous cette forme. Dérivée de I par rapport à dt, là c'est lorsque je le renvoie comme ceci, plus R sur L de I qui est égal à V max sinus de θ, sachant que si θ est égal à oméga t, je peux mettre simplement oméga t. Pourquoi? En fait, parce que je suis en train d'évoluer avec les valeurs temporelles. Donc, je peux d'abord laisser avec une même numérotation. Ok, voilà donc notre expression notre équation différentielle qu'il va donc falloir résoudre. Pour la résoudre, je vais premièrement commencer par résoudre l'expression homogène. En utilisant l'expression homogène centre gommable, j'aurai dérivé de I par rapport à dt plus R L de I égale à 0. Je résous d'abord l'équation-ci. S'il me faut résoudre ça, ça veut tout simplement dire que dérivé du courant par rapport au temps est encore égal à moins R sur L de I. En multipliant le tout par dt et en divisant par la valeur du courant, je me retrouve avec ceci. Dérivé de I sur I qui me donne moins R sur L par rapport au temps. Alors, travaillant avec les intégrations, je me retrouve avec ln de I qui me donne égal à moins R sur L T plus une constante. En fait, il s'agit de la primitive de l'expression-ci qui va me donner T plus une constante. Primitive, une constante, ça me donne la valeur de la constante plus une autre constante encore T que je vais énumérer ici, ln de K. Alors, je vais donc trouver la valeur de I en renvoyant ln de K de ce côté-ci et d'après la formule des logarithmes, ln de A moins ln de B va me donner ln de A sur B. Alors je vais retrouver ln de I sur K qui est égal à moins R sur L multiplié par T. J'ai besoin de courant pour éliminer le logarithme. Je vais, n'est-ce pas, appliquer l'exponentielle. Donc j'aurai I sur K qui va me donner égal à moins exponentielle de moins R sur L de T. Donc, il me donne en fait K exponentielle de moins R sur L, le tout multiplié par T. En fait, je peux inclure une autre valeur, donc je vais appeler taux qui est égal à L sur R. Par conséquent, si je veux énumérer cette grandeur ici, il va me falloir dire que K sur E exponentielle de moins R, en fait, moins T sur taux. Moins T sur taux.
Ça, il s'agit de la solution de mon équation homogène. D'où je peux mettre je peux juste retenir ce monsieur en disant que lorsque j'ai celui-ci, il me donne k exponentielle de moins t sur tau. Ok. Là, il s'agit, n'est-ce pas, de la solution homogène. Et maintenant, recherchons donc la solution particulière. Connaissant l'expression de ce dont je cherche l'équation particulière, je peux trouver la valeur du module du courant en fait. C'est-à-dire je cherche le courant efficace dans la charge qui va me donner I égale à. Je vais également prendre la valeur efficace de V divisé par le module de Z avec ce Z en fait l'impédance de la charge. Il s'agit de l'impédance de la charge qui vaut R carré plus L oméga également au carré. Alors, il s'agit donc ici de la valeur du courant efficace, sachant que ce courant va me donner un argument phi qui serait égal à moins L oméga sur R. Je vais donc trouver l'expression générale du courant particulier, en fait, l'équation particulière du courant dans la charge qui va me donner sur Z, oui, racine de 2 sinus de oméga t plus l'argument. Ici, il s'agit donc en fait de la valeur générale du courant. Ok. Apprécions la solution de l'équation particulière en fait. Et s'il me faut maintenant trouver la solution générale, l'équation générale du courant, je vais donc sommer la valeur du courant que j'ai déterminé ici et la valeur du courant que j'avais au-dessus au préalable. Alors, en faisant cela, je me retrouve avec un I de t qui est la valeur du courant qui est situé au niveau de la charge, qui est égal à, dans ça, tout ça, il s'agit d'un seul intervalle qui va me donner I de t égale à K exponentielle de moins t sur tau, qui est la solution de l'équation homogène, plus la solution de l'équation particulière qui est sur Z, racine de 2. Donc, racine de 2 représente la valeur maximale. Donc, je peux mettre juste comme ceci. Sinus de oméga t plus phi. Alors, là, c'est la valeur de l'inductance. Enfin, la valeur du courant. L'expression du courant dans la charge. Nous allons donc nous référer aux conditions initiales pour pouvoir déterminer la valeur de K, parce que c'est l'élément dont nous n'avons pas présentement dans notre équation. Alors, que nous vaut la valeur de K? Nous allons partir à t égale à 0. L'inductance n'est pas encore chargée. Comme l'inductance n'est pas encore chargée, par conséquent, le courant qui la traverse est nul. Comme elle est nulle, alors je vais donc me baser par là en disant qu'à t égale à 0, j'ai I de 0 égale à 0. Donc 0 égale à K plus V max sur Z sinus de phi. D'où K me vaut donc moins V max sur
Z sinus de phi. Alors, trouver la valeur du courant, il va falloir que je prenne juste la valeur de l'expression de K et que je vienne la positionner là. Et ça serait le tout. Donc, je le ferai ici en bas. I de T égale à V max sur Z sinus de oméga T plus phi représentant l'argument du courant moins V max sur Z sinus de phi exponentielle de moins T sur tau. Ok. Voilà ainsi la valeur, l'expression du courant dans l'intervalle de 0 à T. Donc je préfère mettre ceci. I dans l'intervalle I de T sur 2 nous donne l'expression C. Donc dans l'alternance positive, nous avons une valeur de la tension, donc UC égale à V, et l'expression du courant dans cet intervalle nous donne ceci. Ok. Et dans l'autre intervalle, donc de pi à 2pi, nous allons également essayer d'observer ce qui se passe dans cet intervalle. Nous sommes donc dans l'intervalle de pi à 2pi. Alors, de pi à 2pi, nous avons V inférieur à 0. Mais, est-ce que la diode se bloque? Non. La diode ne se bloque pas. La diode va se bloquer lorsque la résistance, lorsque le courant qui a été emmagasiné par l'inductance serait totalement déchargé. Alors, comme pour dire que le courant emmagasiné par l'inductance va forcer la condition de la diode jusqu'à ce que ce courant soit totalement déchargé par la résistance qui est placée là. Ok. Donc, par conséquent, nous aurons un temps que je pourrais appeler θ0 au bout duquel le courant va totalement se décharger. Alors, je ne voulant pas écrire toute cette littérature, je vais passer à la représentation des courbes caractéristiques. Ok, nous allons donc tracer la valeur de ces grandeurs électriques sur une période, donc de 0 à pi. Ok. De 0 à pi, nous allons commencer par tracer la valeur de la tension d'alimentation, qui est une tension alternative sinusoïdale. Donc nous avons ceci. Et traçons également la tension située au niveau de la charge qui est UC. Nous avons dit tantôt que cette valeur est égale à V dans l'alternance positive où nous avons déduit qui donnait V. Mais dans l'alternance négative, l'énergie emmagasinée par l'inductance ne va pas permettre à ce que la diode s'ouvre normalement comme
lorsque la charge était résistive. Alors, dans cet intervalle, le courant qui a été emmagasiné par la diode va d'abord se décharger en totalité dans la résistance avant que la diode ne se bloque. Et le temps mis pour que cette inductance se décharge complètement, je pourrais la noter ici, même comme θ0, qui représenterait le temps pour que le temps à laquelle la diode, l'inductance va se décharger complètement. Alors, lorsque l'inductance n'est pas encore déchargée complètement, le courant va toujours exister dans la charge, mais à la seule différence que la tension va changer de signe. Alors la tension va devenir négative. La tension serait négative et elle s'annule lorsque la diode, l'inductance se décharge complètement. Ok. Une fois que l'inductance est déchargée complètement, nous pouvons également voir la forme d'onde du courant que nous avons représenté dans cet intervalle. Alors, la forme d'onde du courant est égale est comme ceci. Donc, lorsque nous sommes directement dans l'alternance positive, le courant se charge dans l'inductance et lorsque nous arrivons à l'alternance négative, le courant commence à se décharger dans sa résistance interne en forçant la conduction de la diode. Donc, il s'agit ici du temps mis pour que le courant se décharge. J'appelais θ0. Et une fois que le courant est déchargé complètement, la diode se bloque. Et lorsque sa diode se bloque, elle ouvre, donc nous n'avons plus aucune tension au niveau de la charge. Et ainsi, nous allons également représenter la valeur de la tension dans la diode. Dans la diode, nous avons une tension lorsque la diode est bloquée, lorsque la diode est conductrice, d'après les hypothèses. La tension, elle n'admet pas de chute. La tension R à ses bornes est égale à 0. Par conséquent, nous aurions de là à là, la diode est bloquée jusqu'à là. Et à partir de ça, je le mets en pointillé. Ok. La diode se bloque lorsque la tension, le courant qui était emmagasiné par l'inductance devient nul. Alors voilà comment serait symbolisée la valeur de la forme d'onde du courant de la tension dans la diode. Et concernant le courant, la forme d'onde serait identiquement à celui de la charge. Donc, j'aurai comme ceci et comme ceci. Ok, là nous avons VD et ID. Là j'ai UC et IC. Ok, voilà en totalité la forme d'onde des grandeurs électriques que nous avons représentées. Nous allons passer à présent au calcul des valeurs moyennes et efficaces pour différents montages. Alors, s'il nous faut trouver la valeur moyenne de la tension au bornes de la charge lorsque nous sommes dans l'alternance, s'il nous faut trouver la valeur moyenne de la charge, nous allons passer par nos formules d'intégration que nous avons toujours appris depuis le premier cours de
formation complète en électronique de puissance qui nous est toujours demandé d'appliquer UC moyen égale à 1 sur la période étant 2pi, donc 1 sur 2pi, intégrale, nous allons l'intégrer de 0 à θ0, et dans cet intervalle, nous intégrons la valeur de la tension V. Alors, elle serait égale à de 0 à θ0, nous intégrons V max sinus de θ, D de θ. Alors, cette valeur de tension nous donnera 2 sur pi moins cosinus de θ de 0 à pi qui va me donner V max sur 2pi cosinus de moins cosinus de pi plus cosinus de 0 ou encore cosinus de 0 moins cosinus de pi. Or, cosinus de pas pi autant, θ0 autant pour moi. θ0 cosinus de θ0. Or, cosinus de 0 c'est égal à 1. Donc, UC moyen me donne V max sur 2pi 1 moins cosinus de θ0. Là, il s'agit de l'expression de la tension moyenne sur une période dans notre charge. Alors, s'il faut trouver le courant moyen, nous pouvons juste faire la tension moyenne divisée par R. Parce qu'en fait, nous sommes en régime continu. La tension continue au bord de l'inductance est égale à 0. Elle est nulle. Donc, c'est juste la forme du courant qui nous pose. Alors, nous constatons que cette valeur de la tension diminue contrairement à la valeur de la tension qui nous était présentée lorsque le redressement était avec une charge résistive, purement résistive. Alors, cette diminution est due de valeur moyenne est due à cette chute de tension négative qui nous est représentée là. Raison pour laquelle, pour remédier à ce litige, il serait nécessaire de venir placer une diode de roue libre autour de notre chemin là. Une fois que nous allons placer cette diode de roue libre, elle va faciliter la période où le courant qui était emmagasiné par la diode forçait la conduction de cette diode. Ça ne serait plus le cas. À présent, lorsque nous allons passer directement à l'alternance négative, la valeur de la tension au borne de QC serait égale à 0. Et lorsqu'elle serait égale à 0, la diode va, le courant qui était emmagasiné par l'inductance va se décharger à travers sa diode de roue libre en utilisant ce sens-ci. Donc, au lieu de forcer la conduction de la diode qui devait normalement être bloquée, ce courant va simplement, n'est-ce pas, se décharger à travers sa diode de roue libre. Alors, lorsque nous sommes donc dans un cas pareil, je vais représenter le chemin que nous aurions. Dans ce cas, la valeur de notre tension au volume de piscine
serait dans l'alternance positive égale à V. Et lorsque nous serions dans l'alternance négative, elle serait directement égale à 0. Pourquoi? Parce qu'elle serait court-circuitée. Nous aurons juste un courant qui circule dans un fil conducteur en se déchargeant à travers la résistance. Donc, dans l'intervalle-ci, elle serait tout simplement égale à 0. Ok. Mais la valeur du courant ne change pas. Lorsque elle serait égale à 0, le courant va toujours continuer à se décharger en fait dans l'inducteur.